On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole d'investigation proposé par l'Académie Grifasi, numéro 85. Bonjour Dominique, Bonjour Anastasia, bonjour à toutes et à tous. comment tu vas? Très bien. Est-ce que tu es prête pour une nouvelle investigation? Oui, je suis prête. Bien. Donc, tu ne connais pas ni question ni sujet. Non, je ne Et connais comme pas. d'habitude, Mhm. Et comme d'habitude, nous avons la première partie fixe du protocole. Et en deuxième partie, on peut approfondir librement tout ce qui est ressorti dans la partie fixe. D'accord. Voilà. Alors, on y va. Installe-toi confortablement. Voilà. Tu te mets au poids zéro. Je t'invite à prendre quelques profondes respirations pour relâcher et relaxer toutes les tensions de ton corps. Je vais décompter de 10 à 1 et à chaque palier, ton corps se relâchera plus en plus profondément. 10 et 1. Et maintenant, Dominique, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, je vais te demander de te connecter au mot enfant indigo. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot enfant indigo ou enfant des étoiles. Laisse finir les images tranquillement. Est-ce que tu y es? Ça y est, j'y suis. Bien. Que reçois-tu ou que visualises-tu par rapport à l'enfant indigo ou l'enfant des étoiles? Je vois un aura bleu, bleu indigo. Un aura très fort, très spirituel, très connecté effectivement aux étoiles. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Bien. Quelles sont les caractéristiques qui révèlent qu'un enfant est défini et reconnu comme un indigo? Identifie son ADN éthérique. C'est des... On pourrait appeler des extraterrestres incarnés dans un corps humain. Mais ça va au-delà de ça. En fait, ce sont pour certains enfants indigos, pas tous. Certains sont des divinités incarnées. Je vois leur aura bleue qui change au fur et à mesure, d'ailleurs. De leur, Si un enfant indigo se reconnecte à ses origines galactiques, il peut retrouver ses puissances, on va dire, et son aura d'indigo va changer de couleur en fonction de ses origines galactiques. Bien. Et qu'est-ce que tu peux visualiser par rapport à son ADN éthérique? Les, il y a du doré dedans qui, en surface, il y a du doré, et son ADN, il n'y a pas, et, enfin, comment dire, il n'y a pas de,
Il n'y a pas de chaînon manquant, tout est complet en fait. Je sais pas si tu Mhm. arrives à comprendre ce que je dis. Mais en fait, c'est complet L'ADN comparé. correspond ou pas? Pardon? Son ADN correspond à l'ADN humain ou pas toujours? Pas toujours. Mhm. C'est l'ADN est différent en fait. Il est, comme je le disais, il est plus complet, Mhm. plus, je dirais costaud, plus. Et il y a une petite lumière dorée, mais je mets de côté cette lumière dorée là, j'approfondis, je scanne un peu plus pour voir qu'est-ce que je vois, et je vois que c'est plus épais, donc je dirais que c'est plus pas solide, mais comparé à quelqu'un de normal, c'est plus. J'arrive pas à trouver le mot. C'est plus épais, plus fort qu'un ADN normal. Mhm. Intéressant. Oui. Mais qu'est-ce que donne lieu à ces caractéristiques particulières de ces enfants? Je dirais leur origine galactique. C'est vraiment par rapport à leur origine en fait qui fait toute leur faculté, leur capacité, leur force, leur force d'ADN, euh, leur force psychologique et leur force psychique. Mhm. Bien. Euh, des enfants présentent les telles caractéristiques ont-ils toujours existé? Oui. Tu peux approfondir tout ce que tu ressens? Alors, moi, de ce que je vois, si on pousse dans le temps, de ce que je vois, c'est que des enfants particuliers sont toujours venus sur Terre à plusieurs époques de, des civilisations et de l'humanité. Il y a toujours eu des enfants particuliers qui étaient sur Terre, comme s'ils étaient là aussi pour équilibrer les énergies de la Terre et des hommes. Mhm. Bien. La question suivante. Quelles sont les caractéristiques comportementales les plus courantes des enfants indigos? Leur comportement. Ils ont du mal à apprendre à l'école. Le système scolaire n'est pas fait pour eux, mais vraiment pas. La façon d'enseigner, en fait, en fait, un enfant indigo va très très vite, facilement, de ce que je vois, s'ennuyer à l'école. Il va comprendre tellement vite les choses que pour lui, ça ne va pas assez vite. Et il va vouloir passer plutôt à une mise en pratique. Tu peux me rappeler la question, s'il te plaît? Quelles sont des caractéristiques comportementales les plus courantes des enfants indigos Voilà. Donc, du mal. par rapport à leur comportement? Voilà. Oui, voilà, ils ont La du mal question. à apprendre à l'école, ils sont un peu lunatiques, ils sont très colériques parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut se traiter les uns, et c'est bien ça, oui, les uns et les autres, comment on peut se traiter aussi mal les uns avec les autres, comment l'être humain peut se traiter aussi mal avec son prochain. Ils sont très en colère par rapport à ce qui se passe envers les animaux. Bref, c'est vraiment un manque d'adaptation, enfin un manque d'adaptation. Euh, ils n'arrivent pas à bien s'adapter au système. Beaucoup de colère et beaucoup d'énergie bleue et blanche. Moi, je vois aussi du blanc. D'ailleurs, dans leur aura, quand c'est très développé, c'est vraiment bleu et blanc. Je vois les deux couleurs qui dominent. Donc voilà. Mhm. Bien. Mhm. La question suivante.
Observe l'activité cérébrale de l'enfant indigo et un enfant qui ne possède pas ces caractéristiques. Vois-tu ou perçois-tu les différences? Oui, non, en partie. Alors, je dirais plutôt en partie, ce que je vois, c'est que euh, il y a vraiment tout, comme tout le cerveau est vraiment en ébullition, pardon. Je vois vraiment beaucoup d'activités au niveau du cerveau comparé à un enfant, entre parenthèses, normal. Euh, c'est vraiment une activité hors norme. J'arrive pas à expliquer, j'ai pas de mots pour expliquer ce que je vois, mais il y a vraiment énormément de connexions sur les trois cerveaux. Je connais plus les noms des trois cerveaux, mais je dis bien sur les trois cerveaux, et c'est vraiment une activité hors norme. Mhm. D'autres différences que tu aperçois? Il réfléchit vite, très vite. Mhm. Bien. Observe les chakras d'un enfant indigo. Que perçois-tu? Que visualises-tu? Des chakras très actifs, et non pas sous-actifs, mais très très actifs. Ils sont en majorité du temps tout le temps ouverts, ce qui fait qu'ils sont très connectés au monde subtil, mais des chakras très actifs, hein, vraiment, et qui tombent dans le bon sens en plus. Donc voilà, de ce que je vois. Mhm. Bien. Observe la partie subliminale et sa relation avec les différents corps dimensionnels chez un enfant indigo. Que perçois-tu, visualises-tu? Alors c'est à couper légèrement, tu peux me La répéter la partie question? subliminale et sa relation avec différents corps dimensionnels. D'accord. Alors en fait les enfants... Observe la partie subliminale, Mhm. et sa relation avec les différents corps dimensionnels chez ces enfants. Alors la partie subliminale est connectée avec les différents corps dimensionnels, et ils sont connectés autant le jour que la nuit. C'est-à-dire en fait que ces enfants-là sont connectés H24, donc 24 heures sur 24 à leur corps dimensionnel. C'est vraiment leur particularité. C'est ça, c'est la particularité de la partie subliminale? Oui, la partie subliminale en fait est connectée tout le temps 24 heures sur 24 au corps multidimensionnel, en fait, aux autres corps, mais tout le temps en fait. C'est la particularité du subliminal qui est connecté avec les autres corps, mais la particularité c'est qu'elle est connectée H24. Mhm. Bien. La question suivante. Mets-toi à l'écoute, tout, en observant le corps éthérique d'un enfant indigo. Les relations de vibrations, les fréquences, les couleurs. Que perçois-tu, visualises-tu par rapport à corps éthérique et ces vibrations, fréquences, les couleurs? Alors comme je disais tout à l'heure, je vois beaucoup de bleu, je vois du blanc aussi, il y a énormément de magnétisme et de vibrations qui sort de chaque partie des membres du corps. Je dirais même chaque parcelle, énormément de vibrations énergétiques. C'est très fort, c'est très intense. Euh, Ce que je peux constater également, c'est que ces vibrations viennent essentiellement de deux endroits, au-dessus de la tête et du cœur.
C'est par rapport à la vibration, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mhm. Et au niveau de ces fréquences de ces enfants, est-ce qu'on peut donner un chiffre de leur fréquence? Je dirais quand ils n'ont pas trouvé origines, leurs origines, je dirais on est vers les 500. Enfin, si je dois donner une fréquence à peu près, alors, j'ai pas le chiffre exact, mais vers les 500 Hz, Hertz, à peu près. C'est pour essayer de donner une idée, hein, parce que c'est assez difficile de donner un nombre bien défini. Et quand ils ont retrouvé leur origine, on dépasse largement les fréquences des 2000. Ça va au-delà. Donc Mhm. les hertz, c'est par rapport aussi à la musique, c'est pour donner une idée. Mais si je dois donner des chiffres, un enfant indigo qui retrouve ses origines et ses vibrations stellaires, c'est-à-dire en travaillant sur lui, va vibrer au-delà de 20 000, ce qui est énorme. C'est vraiment beaucoup. Enfin, 20 moi, 000, oui, ouais, je trouve que c'est beaucoup, hein. c'est énorme, ouais. Mhm. Moi, je vois le chiffre au-delà, enfin, je vois au-delà de 20 000, donc après, je pourrais pas te donner un nombre exact, parce que un nombre défini, je dirais, ce serait par rapport à quoi exactement, et ça, c'est indéfinissable. Mhm. C'est très perturbant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie. Bien. D'autres questions? Les enfants indigo ont-ils capacité prémonitoire de clairvoyance, de perception extrasensorielle ou d'autres types de capacités? Oui, non, en partie. Oui, ils ont beaucoup de capacités extrasensorielles et ils ont une facilité pour voyager dans le temps aussi. Pour eux, c'est très facile dans l'astral et je dirais même de partir dans le causal, des dimensions vraiment très supérieures. Et c'est très facile pour eux de voyager dans le temps et dans les dimensions pour eux. Bien. Et les capacités clairvoyance aussi? Oui, les capacités de clairvoyance aussi. En fait, ils ne vont pas forcément avoir toutes les capacités. Sauf s'ils travaillent sur eux énormément, ils auront toutes les capacités. Certains naissent avec une ou deux capacités. Et si ces enfants indigos travaillent énormément sur eux, ils sont capables d'avoir toutes les capacités. Mais d'avoir, je dirais pas d'avoir, je dirais plutôt qu'ils retrouvent toutes leurs capacités. Mhm. Bien. Et pour quelles raisons ont-ils ces capacités? Parce que ce sont des êtres stellaires. Des êtres vraiment qui ne viennent pas de cette galaxie. Ils viennent pour la plupart de très très loin. Certains viennent de très très loin et certains viennent de cette galaxie. C'est les deux informations que j'ai. Mais il y en a certains, ils sont très particuliers. Ils vont avoir, comment dire ça? Bah, ils sortent loin, très loin. Mhm. En fait, ces capacités sont liées avec leur origine. C'est ça. C'est ça. Mhm. À partir des années 70, le parapsychologue Nancy Ann Tappe, à la suite de certains
Une étude rapporte que de plus en plus d'enfants sont dotés d'une aura couleur indigo. Que perçois-tu à ce sujet? Je dirais qu'effectivement, de plus en plus, les enfants sont dirigés vers des énergies, euh, des énergies vers le bleu, indigo, Mhm. et, euh, et d'autres, en fait, ont d'autres couleurs. Euh, Ça dépend vraiment de leur origine, en fait. Et d'autres réveillent ces énergies-là en eux, naturellement. En fait, un enfant ne travaille pas sur lui, mais il va, à un moment donné, naturellement, tellement ouvrir ses chakras dans sa spontanéité qu'en fait, il va activer des énergies et activer une aura bleue. Mais il y a d'autres couleurs, le blanc, comme tu m'avais dit avant, Oui, le blanc ou pour d'autres couleurs certains. que tu perçois. Oui, en fait, Mhm. tout à l'heure, je parlais du bleu et du blanc. Moi, je vois deux couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des enfants indigos qui n'ont que du bleu et des enfants indigos qui ont du bleu et du blanc. Et je vois aussi des enfants indigos qui ont du bleu à la base, pardon, et qui changent de couleur d'aura au fur et à mesure qu'ils travaillent sur eux. Mhm. Bien. Concentre-toi maintenant sur des expériences menées par la parapsychologue Nancy N. Tappe par rapport à ce qui est réalisé, de quoi dépend la manifestation de l'aura indigo. L'innocence. Enfin, enfin, chez nous, on appelle ça l'innocence, mais on pourrait l'appeler aussi la sensibilité. Mhm. D'autres choses? Non, je vois pas d'autre chose. Mhm. Bien. Tu peux observer la conscience collective vis-à-vis des enfants indigos. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au fur et à mesure au courant de l'arrivée de ces enfants sur Terre, mais pas la majorité de l'humanité. C'est comme si l'humanité, en fait, avait encore peur de faire face au, à l'incarnation, je dirais. C'est plus l'incarnation. Pourtant, les gens se renseignent sur le karma, n'ont pas peur de se renseigner sur le karma, mais on dirait qu'ils ont encore peur de, des significations de l'incarnation. Je dirais que la conscience collective est encore dans une peur inconsciente de l'incarnation dans sa globalité. C'est ce que je perçois. Mhm. Bien. Y a-t-il des différences entre un enfant indigo et un indigo adulte? Y a-t-il des différences? Tout va dépendre si l'adulte indigo se referme ou, ou s'ouvre. Si un adulte indigo s'ouvre, il va multiplier ses capacités, il va augmenter ses énergies et il va retrouver plus facilement ses origines stellaires et ses mémoires karmiques. Tandis que un enfant adulte indigo, s'il se referme sur lui et qu'il ne veut pas s'ouvrir à aux recherches de ses vies antérieures, par exemple, ou à la méditation, par exemple, Mhm.
il va avoir une vie très normale. Euh, il va être, comme une personne éteinte, je dirais, et qui est dans la 3D, qui restera dans la troisième dimension, en fait. Mhm. Donc tout va dépendre. Je dirais pas qu'il y a des différences entre un enfant indigo et un adulte indigo, pour reprendre ta question. Je dirais pas qu'il y a de différence, il n'y en a pas. C'est juste une question, est-ce qu'on augmente les énergies ou pas, tout simplement. Mhm. Bien. Euh, Est-ce que tu peux te concentrer sur ce sujet? Quelle différence il y a, s'il y en a, entre l'enfant indigo et l'enfant HP? C'est quoi l'enfant HP? Haute potentiel. D'accord. Ok, haute potentiel. Alors je me connecte. Alors L'enfant moi haute potentiel. de ce que je vois, c'est que ça se rapproche les deux. Mhm. Euh, Chez l'enfant haute potentiel, je vois énormément de couleurs. Alors je vois du blanc, je vois du rose, du vert. C'est ce que je vois. Chez l'enfant indigo, je vois donc du bleu, du blanc, mais comme je disais tout à l'heure, si il travaille sur lui, il aura des changements dans son aura. Donc je dirais en fait que les deux se rejoignent. Enfin, moi, c'est ma vision de ce que je vois là au moment T. Mhm. Très bien, oui. Et par rapport aux origines, est-ce qu'on peut dire si, voilà, tu as déjà dit que ça peut être leur origine soit d'autres galaxies. Euh, tu peux approfondir. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ces origines? En fait, tout va dépendre de leur origine. Si j'arrivais à comprendre ce que tu as dit, parce que ça a coupé un petit peu. Euh, le- Tout va dépendre de leur... s'ils recherchent leur vie antérieure, s'ils recherchent leur origine stellaire, s'ils recherchent ce qu'on peut appeler leur attribut, ils vont pouvoir développer leur capacité extrasensorielle et augmenter leur énergie d'origine. Donc c'est vraiment les toutes premières vies qui du coup ne sont pas sur Terre. Mhm, Et par rapport à ça, leur énergie ancestrale va pouvoir mieux descendre dans la matière, donc dans leur corps, et développeront plus facilement leur capacité extrasensorielle. mhm. Bien. Euh, Si tu es d'accord, on peut faire une petite induction pour approfondir ces questions des origines. D'accord? Je veux te proposer, oui, euh, je veux que tu rentres en contact avec un enfant indigo. Je vais compter de 1 à 3 et tu seras à sa présence. 1, 2, 3. J'y Cherche un suis. enfant indigo. Très bien. Est-ce qu'il aperçoit ta présence? Oui, Oui. Tu peux t'approcher de lui? oui, Oui. Euh, Tu peux établir une connexion télépathique avec lui et oui. demander son autorisation, poser-lui quelques questions. C'est bon, il est d'accord. Mhm. Euh, c'est une fille, un garçon, C'est un garçon. comment il s'appelle? David, Elle a quel âge? la quinzaine, 15 ans. Mhm.
Tu veux bien vérifier son ADN? Oui, c'est bien lui. Cet ADN humain ou pas seulement? Non, pas seulement c'est un enfant indigo, donc ce n'est pas Oui. seulement humain, c'est aussi extraterrestre, en fait. Mhm. Demande-lui si il connaît ses origines. Non, il ne connaît pas, il me dit. Mais par contre, son... Comment dire ça? Moi, je vois déjà l'information dans ses énergies, dans son aura. Je vois déjà une relation entre les Pléiadiens dans une vie antérieure et les reptiliens dans une vie antérieure. Je vois déjà ces Mhm. informations-là. C'est, Euh, en fait, c'est comme si son âme manifeste déjà ses origines. Lui, en tant qu'enfant de 15 ans, n'a pas conscience dans la matière, dans la troisième dimension, mais il manifeste déjà ces énergies stellaires-là. Est-ce que tu veux que j'aille chercher un adulte plutôt? oui, déconnecte-toi de cet enfant, déconnecte-toi. Ok. Et tu vas chercher ma... Voilà, c'est fait? Bien. Oui, Ferme tes canaux émotionnels et tu vas chercher maintenant un adulte indigo. C'est ça y est, fait. Un, j'ai, deux, j'- trois. Mhm. ok. Pardon, excuse-moi. Oui, C'est bon, oui. j'ai trouvé un adulte indigo. C'est une femme, elle s'appelle Sylvie. Sylvie. Oui. Elle est quel âge? J'ai l'information 37 ans. Oh, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de travailler dans un bureau. Et en fait, elle est très consciente parce que chez elle, elle fait beaucoup de méditation. Je la vois chez elle tout d'un coup, là. Et je la vois en train de faire beaucoup de méditation. Et elle est au courant d'être une enfant indigo. Elle travaille énormément sur elle et elle a retrouvé ses énergies d'originelles qui sont vénusiennes, donc de cette galaxie-là. Et elle est à la recherche de sa deuxième vie où elle ne vient pas, où elle n'a pas été dans cette galaxie-là. Donc en fait, si je comprends bien les informations que j'ai, autant un enfant indigo peut arriver de très très loin, comme autant de cette galaxie-là. Voilà, c'est les informations que j'ai. Euh, Sylvie est très consciente de ces énergies qui se diffusent dans son aura et autour d'elle. Est-ce qu'elle a la capacité de clairvoyance ou d'option extrasensorielle? Elle a une intuition très forte. Elle ne s'écoute pas forcément, mais elle a une intuition très forte. Elle a des rêves prémonitoires, énormément de rêves prémonitoires. Et elle a du magnétisme dans les mains. C'est très fort son magnétisme. Mhm. Elle utilise sa capacité dans la vie? Moi, de ce que je vois pas toujours, parce qu'elle ne s'écoute pas forcément tout le temps. Mhm. Mais elle est consciente qu'elle a une capacité particulière. Oui, elle a conscience par contre. Elle a conscience qu'elle fait des vrais rêves prémonitoires. Elle a conscience de son magnétisme, mais elle est toujours à la recherche de ces énergies très lointaines, en fait. Elle veut arriver à retrouver ces énergies ancestrales qui ne datent pas qui ne sont pas de cette galaxie-là. Enfin, je ne sais pas si on arrivera à me suivre, mais en fait, Oui, elle veut oui, oui. repousser dans le temps
retrouver une vie antérieure où elle ne vient pas de cette galaxie pour pouvoir retrouver ses capacités ancestrales. Voilà. Euh, Elle aperçoit ta présence? Oui, 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 elle aperçoit ma présence. Euh, En fait, tout à l'heure, je l'ai vue à un bureau et en fait, elle est en train de travailler actuellement et elle sent qu'il y a quelqu'un à côté d'elle Mhm. parce que je l'observe Euh, énormément. mhm. Tu peux rentrer en contact télépathique avec elle et demander son autorisation, éventuellement essayer de voir ses origines ensemble. Oui, bien sûr. Elle est d'accord? Oui, elle est d'accord. Voilà. Demande-lui remonter le temps et pour jusqu'à son incarnation sur la Terre d'abord. Mhm. Comme, C'est bon. oui, où il se trouve, sur quelle planète, dans quel espace. Alors, je vois une planète qui est mauve, mais très mauve, un mauve assez, assez brillant, chercher le mot. Mhm, Euh, Il y a énormément d'arbres. C'est en fait à l'intérieur, enfin à l'intérieur, à la surface, pardon, c'est comme la planète Terre, sauf que l'extérieur de la planète est très mauve. Et en fait, elle a une forme humaine, mais ses yeux changent. Ses yeux sont bleu indigo, d'ailleurs. C'est pas un bleu clair, mhm. c'est un bleu, non, pas indigo, turquoise. Voilà, cherchez. Ça se rapproche plus du turquoise, en fait. C'est entre l'indigo et le turquoise. C'est à peu près, c'est un peu spécial. Ses yeux sont un peu spéciaux. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que ses yeux sont en forme reptilienne. Donc, ce n'est pas du marron, ses yeux, c'est Mhm. pas du rouge, mais c'est du turquoise avec des yeux reptiliens. Et elle est très douce. Euh, c'est quelqu'un apparemment de la haute société, hein. Euh, Mhm. et elle est, Demo- oui, vas-y. Demande-lui à cette planète-là qu'il a fait son dernière incarnation pour arriver sur la Terre. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, ça a coupé. Excuse-moi. Son incarnation sur la Terre actuelle provient de cette planète. Elle vient de cette planète ou non? Ou c'est Oui, déjà auparavant? Mhm. C'est ça son dernière incarnation. oui, sa dernière incarnation, c'est ça, et c'est son une incarnation la plus lointaine. Origine. Sa deuxième incarnation, pardon. Mhm. Et comment est-ce qu'il est arrivé sur la Terre? Il y a quelqu'un qui le proposé? On lui a proposé de s'incarner sur Terre, mais sous un motif assez bizarre, de sauver, de, comment dire ça? De sauver l'humanité en tant que sauveur. Une sorte de faux contrat, en fait. Les choses ne sont pas claires, c'est vraiment, elle a été forcée de s'incarner. Elle ne voulait pas à la base venir sur Terre, elle a été forcée de s'incarner. On l'a forcée. Sur quel prétexte? Elle avait peur? Elle avait une émotion? Euh, Alors, si je suis ce que tu dis, elle avait peur, oui, effectivement, de venir sur Terre parce que elle n'est pas trop dans cette philosophie du combat perpétuel. De la planète d'où elle vient, sa planète originelle, ori- euh, tout est dans la paix, l'harmonie et la sensibilité. Et en fait, elle voulait pas s'incarner sur Terre pour faire partie de ce qu'on pourrait appeler des vagues
des vagues de personnes qui s'incarnent. Et en fait, elle ne voulait pas, mais on l'a forcée à s'incarner sur Terre. Mhm. Demande-lui si on peut l'aider, s'il a des peurs pour le moment. Alors elle sourit, c'est beau à voir. Elle me dit que non, elle fait beaucoup de méditation, qu'elle veut prendre son temps, me dit-elle. Ok. On revient de cette planète dont on va le revenir dans la semaine. Voilà, tu le fais revenir. Bon, tu peux lui transférer le message qu'il appartient à l'enfant indigo, maintenant adulte indigo, et qu'elle peut développer ses capacités, éventuellement peut-être aider aux êtres humains Oui, c'est fait. en utilisant ses capacités. Elle est d'accord? Oui, elle est Mhm, d'accord. Elle en prend conscience et de plus en plus conscience, je dirais, et elle est d'accord. mhm. Bien. Tu peux te déconnecter de cette son-là, de Sylvie. Déconnecte-toi. C'est bon. Et c'est bon, c'est fait. Comment tu te sens? Ça va? Ça va, je vais bien. Merci. Très bien. Et on va poursuivre notre enquête. Voilà. Euh, L'enfant indigo, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à leur âme? Est-ce qu'elle est liée à la source divine? Qu'on parle parfois de ça. Oui, ce sont vraiment des enfants qui sortent de la source et qui ont une première incarnation sur une autre planète que la Terre très particulière. Souvent, ils ont vécu des guerres interstellaires de ce que je peux voir comme information. Euh, Par contre, je vais pas trop rester dedans parce que c'est assez chaotique comme image. Euh, Mhm, Ils ont beaucoup de paix dans d'énergie qui tend vers la paix dans leur âme, en fait. C'est vraiment une mhm, paix universelle. Voilà, je cherchais. Comment j'aurais pu dire? Une paix universelle et ils sont vraiment là pour amener l'énergie d'équilibre pour la Terre Gaïa, mais aussi ce sont vraiment des pionniers dans le sens où en fait ils amorcent l'arrivée des nouveaux enfants, ce qu'on appelle les nouveaux enfants. mhm. Est-ce qu'ils peuvent aider aux habitants de la Terre euh, lever et augmenter ces vibrations? Oui, très facilement. Mhm. Très En fait, bien. leur simple présence sur Terre font que la Terre Gaïa arrive à s'équilibrer et à ne pas trop partir dans des ondes négatives, on va dire. Mhm. Bien. On dit que ces enfants indigos, ils ont le sentiment d'injustice sociale, un sens accru de responsabilité. Oui, c'est vrai. Ils ressentent beaucoup les injustices. Ils sont très connectés, comme je disais tout à l'heure, à la paix universelle et ils sont contre l'injustice. C'est vraiment l'injustice, les choses négatives, euh, sont vraiment, ce sont des choses qui les insupportent. Ce sont vraiment euh, des pionniers aussi dans le sens où ils vont être vraiment pour la justice et non pour l'injustice. Mhm. Bien. Est-ce que ces enfants refusent d'obéir aux autres? Ils rejettent les autorités.
Oui, ils ont énormément de mal avec l'autorité. C'est pour ça que c'est un problème pour eux de s'adapter au système scolaire, entre autres, et au système avec un grand S, de la société actuelle et de la société qui a toujours été depuis les années, je remonte dans le temps, depuis les années 1600. À partir de 1600, il y a eu beaucoup d'injustices sur Terre. Bon, il y en a eu avant aussi également, mais je vois 1600, donc je vais m'arrêter à là. Euh, il- 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 pour prendre de 1600 à aujourd'hui, une tranche de temps, euh, ils se sont beaucoup incarnés durant cette période-là, parce que, en fait, il y a l'injustice qui a augmenté sur Terre. Donc, du coup, en fait, ils se sont énormément incarnés. Mhm. Bien. Est-ce que ces enfants ont la capacité à maîtriser rapidement l'utilisation des technologies numériques? Alors, bizarrement, non. Pourquoi? Euh, Mhm. Ils sont dans la pratique énergétique. Donc tout ce qui dit une pratique tactile va demander un temps d'apprentissage. Temps d'apprentissage va être plus long qu'un enfant normal, donc un enfant qui n'est pas indigo. Par contre, du moment qu'ils ont compris quelque chose, comment ça fonctionne, ça va partir très vite au niveau pratique. Ils vont devenir même très facilement par la suite autodidactes. Donc ça prend du temps au départ, mais après ils sont ingénieux. Ils deviennent ingénieux. Mhm. Bien. Est-ce qu'ils ont la grande créativité? Énormément. Ils ont beaucoup de sensibilité artistique. Ils ont une sensibilité hors norme, je dirais. C'est vraiment cette sensibilité-là est vraiment indescriptible. J'ai pas de mots pour décrire l'exactitude du degré de cette sensibilité-là chez les enfants indigos. Mhm. Bien. Et si tu regardes au niveau planétaire, il y en a combien d'enfants indigo au pourcentage? Une chiffre qui vient comme ça. Je dirais 30%. 30% des populations humaines? Oui, parce qu'en fait, il y a d'autres enfants qui ne sont pas des enfants indigo, mais il y a des enfants diamant, cristal, et plus tard, je vois qu'il y aura une autre vague. Euh, s- Certains mouvements New Age les appelleraient des enfants or, mais ils ne sont pas encore incarnés sur Terre, ces enfants or-là. Là, je vois 30% d'indigo, et je rajouterai à peu près ce qui est énorme d'ailleurs en termes de pourcentage, 35% d'enfants arc-en-ciel et diamants, ce qu'on appelle les nouveaux enfants. Mais en pourcentage, je vois 35%, donc nettement plus que les enfants indigos. En fait, ce sont des nouveaux enfants, avec une nouvelle énergie, des énergies différentes. Mhm. Bien. Est-ce que ces enfants sont recherchés par certaines autorités euh, qui veulent exploiter ces capacités? Oui, ça a toujours été dans le temps. Euh, j'ai l'information que la CIA faisait des expériences télépathiques sur des enfants qui ont été des enfants orphelins, ou voire même des enfants dont les familles ont été assassinées pour certaines choses assez particulières. Je vais pas trop rentrer dedans là, mais il y a eu beaucoup d'expériences sur des enfants qui ont été qui ont grandi dans certains, on va dire, comme des camps. Ce sont des maisons normales, euh, dans une ville normale, mais c'était des maisons particulières puisqu'elles étaient affiliées à une sorte de camp, en fait. Certains diraient refuge, mais c'est pas un refuge parce un refuge c'est bienveillant. Là, c'est vraiment comme une sorte de camp, une maison ordinaire avec des voisins normaux qui n'étaient pas du tout au courant. Et il s'avère que les parents, le père en général, donc le côté masculin, le père était dans la CIA. Et ces enfants orphelins recueillis
et grandissait avec ce père qui faisait partie de la CIA. Et cet enfant, en fait, partait dans les camps secrets de la CIA et on faisait des expériences télépathiques, mais trop poussées. C'est-à-dire, en fait, que leur cerveau, à un moment donné, se déconnectait à force d'être épuisé. Voilà ce que j'ai comme information. Donc, oui. C'est effrayant, oui. Et Ouais, c'est comment est-ce très. qu'il il parvient, je dirais, traverser cette barrière-là, quand ils sont quand même très individualistes, qui sont qui refusent d'obéir et qui rejettent toutes les autorités. Comment est-ce qu'il parvient traverser ces obstacles chez ses enfants dans ces expériences? Alors, j'ai pas trop bien compris ce que tu essayes de dire, excuse-moi. Oui, ces enfants, ils refusent à l'obéir aux autres. Ils refusent travailler, effectuer le travail forcé. Comment est-ce qu'il parvient quand même effectuer ces expériences? Alors, en fait, ils ont été tout simplement manipulés et amadoués par les personnes adultes faisant partie de de certains côtés, on va dire. Et en fait, c'est le côté émotionnel. Tout va jouer sur le côté émotionnel. C'est-à-dire toute la manipulation qu'ils... Parce que vu qu'à la base, ils refusent d'obéir, ce sont des enfants qui refusent d'obéir, ils sont tellement dans un manque affectif, en fait, que psychologiquement et psychiquement, ils réussissent à les manipuler et à faire jouer l'émotionnel. Donc là, ça va être sur les corps émotionnels, en fait, que tout se joue. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, ils utilisent leurs émotions. Oui, manque Exactement. d'affection. Oui, Exactement. ouais. Ok. Mais bon, si j'ai bien compris, la mission, ces enfants, ils ont tous une mission. Oui, en fait, ils sont porteurs, certains enfants indigos, là, je vais dire des choses très importantes. Certains enfants indigos euh, sont des divinités incarnées qui sont recherchées, qui sont activement recherchées, et ils sont là pour équilibrer les énergies de l'humanité, de la Terre, des planètes, de notre système solaire actuel, mais aussi pour développer leur propre énergie ancestrale, l'incarner sur Terre. Voilà ce que j'ai comme information. Très bien. Oui, c'est très intéressant. Oui. Dans le but de changer les vibrations et établir l'équilibre. C'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Et certains sont porteurs de grands secrets d'ailleurs, hein. Oui, très bien. Mais bon, je pense qu'on a fait une très belle enquête. Je veux bien remercier tous et toutes qui nous a permis d'explorer cette enquête. C'est fait. Très bien. Bon, on va rentrer à la maison. Je vais compter de 1 à 5. Tu vas te déconnecter de tous et tout. 1, 5. Tu prends une belle respiration. Tu te mets au point zéro. Déconnecte-toi, Dominique, et tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Dominique? Ça Comment va, tu te sens? je vais bien. Est-ce que tu as bien récupéré tes vibrations, Oui, ça va. Tout mon corps tes émotions? est actif, j'ai mes émotions, tout mon corps est actif et j'ai mes énergies. Tout va bien. Merci beaucoup, Dominique, pour cette enquête. Je te remercie, Anastasia. Voilà. Et je remercie également tous et toutes qui ont participé à cette investigation. Et je souhaite à tout le monde une excellente soirée et on se verra pour la prochaine enquête. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Dominique. Au revoir, Anastasia. della cosiddetta sessione di ipnosi
investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci
Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo,
forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi
preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.